Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc, je vous emmène, on y va, à la découverte de l'ambre. Et en plus de ça, je trouve que ça ira très très bien aussi avec ce qu'a choisi Isilionne pour sa chronique essentielle, la cannelle. Ah oui. Voilà, c'est des choses qui vont nous réchauffer. Et comme les températures vont chuter complètement la semaine qui vient, je pense qu'on en aura besoin. Ah mais c'est clair, hein, t'as vu la température de ouf qui va arriver. J'ai peur. On va perdre 8 degrés là, ça va être violent. Ça va faire mal. Ah la vache. Voilà, alors est-ce que toi, tu as des bijoux en ambre, tu connais l'ambre, tu aimes l'ambre, dis-moi. Alors, je connais de nom, je n'ai pas de bijoux ambre. C'est vrai que moi, au niveau pierre, je suis très, on va dire très court, tout ce que je peux avoir en pierre. Je suis pas super à l'aise en lithothérapie. C'est pour ça que ta chronique, je l'attends avec impatience à chaque fois. Parce que je me dis, tu vas nous faire découvrir des pépites. Donc, non, je ne connais pas vraiment l'ambre. Alors l'ambre, alors moi, c'est quelque chose que j'ai. Et je pense que c'était une des premières pierres, alors même si c'est pas vraiment une pierre, puisqu'en fait c'est une résine fossile. On la qualifie de pierre pour faire simple, mais c'est pas du tout une pierre. Donc c'est vraiment de la sève d'arbre qui s'est fossilisée et qui a parfois, tu sais, emprisonné des petits végétaux, des insectes, etc. Et c'est donc une pierre, pardon, je vais dire pierre, ça va être plus simple tout du long de la chronique, qui est du coup très lumineuse, qui est dorée. Et moi, je pense que c'est une des premières pierres que j'ai découvertes quand j'étais adolescente, parce que c'était un peu la mode, des bijoux en argent et en ambre. Et voilà, donc j'ai quelques petites choses. J'ai une bague, j'ai un pendentif. Et quand je me suis posé la question du choix de la pierre pour cette chronique-là, je me suis dit, allez, pour le mois de novembre, en plus, il paraît que c'est une des pierres en fait qui symbolise le mois de novembre. Donc je me suis dit, ça tombe bien. Waouh, rock'n'roll. Alors, elle est très belle, oui. Elle est très belle. D'ailleurs, les enchanteurs, Vera nous a fait un magnifique plan, comme d'habitude. N'hésitez pas à la contacter par mail si vous souhaitez recevoir le plan. vera@radioantasia.fr. Et c'est vrai que quand on la regarde, là, t'as mis une jolie image. Oui, c'est une image où on voit d'ailleurs une petite fourmi, emprisonnée. Oui. Moi, j'ai un pendentif où on voit aussi des petites inclusions qui doivent être des petits morceaux de végétaux dedans. C'est vraiment magique. Et puis, parce que finalement, c'est le témoin du passé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intitulé cette chronique entre ciel et terre, parce que finalement, la résine d'ambre est un produit de la terre, des arbres, et souvent en fait ça va venir se fossiliser dans la terre, et en même temps ça évoque tellement la lumière du soleil, donc je trouvais que l'image était vraiment très belle. Donc, comme d'habitude, je vais vous emmener explorer l'histoire de l'ambre, mais aussi ses vertus, ses usages en lithothérapie, et puis je vais vous emmener dans un lieu emblématique sur la route de l'ambre. Voilà. Donc, écoute Alina, ce que je te propose, c'est justement de commencer par un petit peu la fiche d'identité de l'ambre. Oui. Alors, le nom d'ambre vient de l'arabe anbar, donc A-N-B-A-R. Donc, comme je vous le disais, ça n'est pas une pierre au sens strict, c'est une résine donc, qui est fossile, qui est issue principalement des conifères préhistoriques et qui est âgée de 20 à 100 millions d'années. Mais on sait qu'il y a des morceaux d'ambre qu'on a retrouvés qui sont bien plus anciens encore que ça. Et puis donc sa couleur va varier du jaune doré au brun. Parfois, il y aura des ambres aussi incolores qui ont plutôt tiré sur le blanc ou le noir. Très rarement rouge, mais ça peut arriver. Et il existe même des variétés qui vont jusqu'au vert ou au bleu, mais c'est extrêmement rare et c'est encore assez peu connu. Et c'est pas la même composition en fait que l'ambre, je dirais classique. Et ce qui est particulier avec l'ambre, et à la différence justement des autres pierres en lithothérapie, c'est que l'ambre est chaude au toucher. Pas évidemment puisque c'est de la résine. Donc quand vous la tenez dans votre main, vous allez sentir une chaleur directement.
Et comme on décrivait précédemment, ça va renfermer des inclusions assez fascinantes. On va y retrouver des insectes, parfois même des petits animaux, donc qui ont des dizaines de milliers de millions d'années, mais aussi des bulles de gaz, des bulles d'eau, des végétaux, donc des brindilles, des graines, des feuilles, des écorces, qui sont vraiment les témoins d'un passé lointain. Et c'est aussi pour ça que l'ambre aussi est un outil très utile pour les chercheurs dans tout ce qui est justement recherche du paléolithique, etc. Et d'ailleurs, ça vous fera forcément aussi penser à Jurassic Park, hein, puisque on arrive dans Jurassic Park, dans le film, en fait, on arrive à ressusciter des dinosaures en fait, en captant de l'ADN de ces animaux dans l'ambre. Voilà, alors c'est un mythe, hein, évidemment, mais ça illustre bien la chose. Et donc, au niveau de sa composition, ben, évidemment, elle n'appartient à aucune classe minérale. Et au niveau de sa dureté, elle est à 2,5 sur l'échelle de Mohs. MOHS, hein, je vous en parle à chaque fois. L'échelle de Mohs, bah, c'est cette échelle qui a été créée par un physicien et qui permet en fait de classer les pierres selon leur dureté, le 0 étant le talc, le 10 étant le diamant. Et rappelez-vous, pour le lapis-lazuli et pour la pierre de lune, on était plutôt aux alentours de 6-7. Donc vous voyez à quel point l'ambre est tendre, et c'est ce qui va faire d'ailleurs que l'ambre est assez fragile. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut casser, qui peut se rayer aussi assez facilement. Et donc, au niveau de ces gisements, partout dans le monde, on va surtout en trouver autour de la mer Baltique. D'ailleurs, c'est là où je vais vous emmener tout à l'heure. Donc, la mer Baltique, hein, c'est la Pologne, la Lituanie, la Russie, mais aussi en République dominicaine, également au Mexique et en Birmanie. Alors voilà un petit peu pour déjà sa fiche d'identité. Et puis maintenant, je vais vous emmener au contact de son histoire, puisqu'en fait, l'ambre, c'est vraiment parmi les pierres les plus anciennes et les plus appréciées au monde, et toutes les civilisations se la sont appropriées. Donc au niveau des premiers usages, donc au niveau de la préhistoire, eh bien l'ambre est utilisé déjà depuis cette époque-là, puisqu'on a retrouvé des perles, des pendentifs, des objets sculptés dans des sites archéologiques, notamment en Europe du Nord, en Espagne, en Ukraine, et également dans des sépultures mégalithiques au Danemark. Et dès l'âge du bronze, donc le 3e millénaire avant notre ère, eh bien, l'ambre nordique va circuler à travers toute l'Europe. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des milliers de perles de statuettes dans les pays baltes, en Russie, en Espagne, en Grande-Bretagne et jusqu'en Crète minoenne, puisque l'ambre va justement descendre, j'ai envie de dire, jusqu'en Méditerranée grâce à cette fameuse route qu'on a qualifiée de route de l'ambre, et qui a permis en fait le commerce de l'ambre depuis des milliers d'années. Donc la route de l'ambre avec la route de l'étain, c'était l'une des plus importantes voies du commerce de l'Antiquité. Donc cette voie, elle partait en fait depuis les côtes de la mer Baltique jusqu'en Méditerranée, en passant par la vallée de la Vistule, de l'Elbe, le Danube et les Alpes, jusqu'à Aquilée en Italie et plus loin vers la Grèce et l'Égypte. Puisque justement, on a retrouvé aussi beaucoup d'artefacts et de bijoux notamment dans ces civilisations-là. Donc en Égypte ancienne, l'ambre était vraiment considérée comme une pierre sacrée, utilisée pour fabriquer des bijoux, des amulets, des objets funéraires. D'ailleurs, on a même retrouvé de l'ambre de la Baltique dans la tombe de Toutankhamon. Donc c'est vraiment pour illustrer à quel point ça circulait entre les peuples à parfois des milliers et des milliers de kilomètres. Et puis également les Celtes, pendant l'Antiquité, qui utilisaient l'ambre aussi pour des objets rituels, pour des parures, aussi comme talisman protecteur. Et on a retrouvé donc pas mal d'objets en ambre dans des tombes princières de l'âge du fer, notamment les célèbres tombes de la Dame de Vix en Côte d'Or, donc chez nous, mais également dans les nécropoles de Hallstatt en Autriche. Et en Grèce antique, eh bien, c'est intéressant de souligner que les Grecs l'appelaient électron,
et c'est de là que vient le mot électricité, puisqu'en fait, un des premiers à s'intéresser à l'ambre, eh bien, c'est Thalès. Thalès, ça va vous parler, le fameux théorème de Thalès qui parle des triangles et de leurs proportions. Eh bien, Thalès de Milet, c'était donc un des 7 sages de la Grèce antique, donc il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était un philosophe, un mathématicien, un astronome grec, et c'est lui qui a en fait découvert les propriétés électrostatiques de l'ambre. D'ailleurs, c'est toujours encore un test qui est utilisé, que vous pouvez d'ailleurs vous-même utiliser, parce que c'est simple à faire, pour vérifier que l'ambre que vous avez entre les mains est un vrai morceau d'ambre, parce qu'il y a énormément de faux qui circulent sur le marché. Au mieux, dans les faux, vous allez retrouver des pierres reconstituées à partir de poudre d'ambre, et au pire, vous allez retrouver en fait des résines plastiques. Et donc, le fait de frotter votre petit morceau d'ambre contre un vêtement et de voir si ça attire un petit morceau de papier, eh bien, ça vous permet de vérifier que c'est effectivement un véritable morceau d'ambre. Mais c'est Thalès qui avait déjà découvert ces propriétés-là. Et d'ailleurs, les Grecs pensaient que l'ambre était formée des larmes des Héliades, les filles du dieu soleil Hélios. Et d'ailleurs, il y a énormément de légendes dans beaucoup de peuples partout dans le monde qui parlent de l'ambre et où souvent en fait l'ambre va être en fait le produit des larmes des différentes divinités. Donc c'est toujours assez poétique. C'est vachement beau. Ouais, c'est vraiment joli. Alors, je me permets juste de rebondir. Je suis en train d'échanger avec Steph Donat. On lui fait plein de gros bisous. Il est en train d'écouter ta chronique. Donc, il t'embrasse, il embrasse tous les enchanteurs. Il nous dit l'ambre a une exhalation magique censée protéger par une barrière odoriférante qui protège la personne qui porte ce collier. Et il nous explique aussi que toute bonne sorcière a son collier d'ambre, même si elle est en habit de lune. Voilà le petit partage de Steph. Ah, c'est trop chouette. Merci beaucoup, Steph Donat. C'est vraiment joli. Et c'est vrai que l'ambre va exhaler alors, c'est très, très léger, mais va pouvoir. D'ailleurs, c'était utilisé en fait comme encens. Par notamment les Romains. Donc c'est vraiment quelque chose de effectivement magique, c'est vrai, l'ambre. Et pour en venir en fait aux Grecs, on sait qu'il y avait même des offrandes d'ambre qui étaient expédiées de la mer du Nord vers le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Donc, vous voyez à quel point c'était effectivement utilisé aussi justement dans tout ce qui était ritueli. Et aussi, au niveau des Romains, on a Pline l'Ancien qui a décrit l'ambre comme une résine précieuse. Donc lui, il avait déjà en fait raccordé en fait cette pierre, à son origine, qui est le fait d'être une résine. Et lui pensait que c'était une résine de pin, donc il avait vraiment tout juste. Et c'est vrai que les Romains l'utilisaient, et Pline l'Ancien d'ailleurs. Souligne en fait ses vertus médicinales, mais à la Rome antique, c'était déjà utilisé aussi pour ses vertus magiques, tout à fait. Et au Moyen-Âge, un petit peu plus loin, enfin bien plus loin plutôt, eh bien l'ambre était aussi prisé pour ses mêmes vertus, et c'est Hildegarde de Bingen, la fameuse, donc au XIe siècle, qui en a fait l'éloge. Et donc pour rappel, Hildegarde de Bingen, c'était une abbesse bénédictine allemande. C'était une mystique, c'était aussi une compositrice de musique, une médecin et une visionnaire qui a vraiment marqué le Moyen-Âge par ses écrits sur la nature, sur la médecine, sur la spiritualité, et qui a laissé vraiment une œuvre immense, notamment un traité de lapidothérapie où elle décrit l'ambre d'une manière assez singulière, puisque elle en parle comme étant en fait de l'urine de lynx. Enfin bon, lynx ayant, on va dire aussi, étant assez métaphorique. Je vais pas trop détailler là-dessus, mais si ça vous intéresse, en tous les cas, je vous renvoie soit vers les écrits directs de Hildegarde de Bingen, si vous êtes à l'aise avec ce type d'écrit, ou alors vers, on va dire, la synthèse qu'on a fait et l'interprétation qu'en a fait Michael Ginger, qui est, je vous en parlais déjà, c'est celui qui a notamment écrit qui a écrit l'encyclopédie des pierres thérapeutiques, et qui est vraiment un ouvrage que je vous conseille, et que Lunaya aussi citait précédemment. Voilà. Et donc, il a écrit plein de bouquins sur la lithothérapie, notamment. Il a écrit les pierres qui guérissent, donc en s'appuyant sur les travaux d'Hildegard de Bingen. Donc, c'est vraiment aussi un ouvrage qui est très intéressant.
Et au Moyen-Âge, encore et toujours, on utilisait l'ambre pour tout ce qui était en fait art religieux. Donc on l'utilisait pour les chapelets, pour des reliques, pour des objets liturgiques divers et variés. Et à l'époque moderne, c'est encore et toujours une pierre, entre guillemets, qui est utilisée, recherchée pour la bijouterie essentiellement, et qui est utilisée encore bien sûr en lithothérapie. Mais la lithothérapie, je vous en parle un petit peu plus loin. Puisque, pour rebondir sur la route de l'ambre, Alina, je vais maintenant vous emmener dans un lieu emblématique de l'ambre, et je vous emmène en Pologne. Est-ce que tu connais la Pologne? Alors, j'y suis jamais allée, mais ça a l'air magnifique. Alors là où je vous emmène, c'est un coin qui m'a l'air très chouette. Alors je n'y suis pas allée, pour être très franche avec vous. Alors je vous emmène à Gdansk, qui est donc une petite ville portuaire située sur les côtes de la mer Baltique, donc sur la route de l'Ambre. Et Gdansk, c'est la capitale mondiale du commerce de l'ambre depuis l'époque médiévale, puisque c'est une ville qui a été fondée au XIIIe siècle. Et d'ailleurs, dans ce coin-là, encore et toujours, au quotidien, il y a sur les plages non loin de cette ville, on va retrouver pas mal de promeneurs et de professionnels qui vont ramasser tous les jours les fragments d'ambre que déposent les vagues de la mer Baltique. Donc cette vieille ville va regorger d'ateliers d'artisans, de bijouterie, de galeries, où on va pouvoir admirer des pièces d'ambre qui vont du simple galet jusqu'à de véritables œuvres d'art, puisque comme je vous disais, l'ambre en fait c'est très tendre, donc c'est assez facile en fait à sculpter. Et dans cette ville, vous allez notamment pouvoir visiter le musée de l'ambre, qui est installé dans un bâtiment aussi très singulier, qui est une ancienne prison gothique, en briquettes comme ça rouge, c'est assez marquant, et qui témoigne vraiment de la tradition séculaire de l'artisanat de l'ambre à Gdansk. On va y découvrir en fait l'histoire géologique de l'ambre, toutes ses légendes, notamment polonaises évidemment, ses usages à travers les âges, mais aussi des pièces spectaculaires, donc des bijoux anciens évidemment, mais aussi des jeux d'échecs, des statuettes, de la vaisselle ornementale, des coffres. Donc c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire avec en fait ce matériau. Et d'ailleurs, le savoir-faire des artisans de la ville, c'est vraiment, on va dire, exprimé avec le top du top, on va dire, le plus haut de leur virtuosité. C'est à travers en fait la création de ce qu'on a appelé la 8e merveille du monde. C'est la célèbre chambre d'ambre qui est aujourd'hui disparue, mais qui est très très connue. Alors, pour vous parler un petit peu de cet objet, entre guillemets, même si c'était une pièce à part entière, au début du XVIIIe siècle, le roi de Prusse, Frédéric Ier, décide de faire décorer l'une des salles de son château de Berlin, entièrement d'ambre, puisque c'était vraiment un signe de richesse, l'ambre. C'était très noble. Et donc, pour concrétiser ce projet, il va faire appel au meilleur des maîtres. Il va faire appel au sculpteur baroque de Gdansk, qui s'appelle Andreas Schlüter. Et il a créé, ce Andreas Schlüter, une salle entièrement recouverte de panneaux en mosaïque d'ambre sculptés, avec à la fois des représentations allégoriques des sens, donc la vue, le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat, mais aussi des scènes de pêche, d'artisanat, etc., avec des dorures, des miroirs incrustés. Donc si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré chambre d'ambre, vous allez pouvoir voir notamment en fait une photo actuelle d'une de ces reconstitutions. Mais il y a aussi encore quelques photos noir et blanc de l'original, parce que en 1716, donc cette chambre, elle va être offerte au tsar Pierre le Grand, qui va l'installer d'abord dans son palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, puis à sa résidence de Tsarskoye Selo. Et malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, on va démonter cette chambre pour la mettre à l'abri dans des caves, mais malheureusement, les nazis, a priori, auraient mis la main dessus. Et on pense aujourd'hui, puisqu'il y a eu il y a tout un mystère, il y a aussi même des versions assez complotistes du truc sur la disparition de cette chambre. Mais aujourd'hui, il y a encore et toujours des gens qui sont à la recherche de cette chambre. Et en septembre 2020, il y a des plongeurs polonais
qui ont localisé l'épave d'un navire cargo allemand qui aurait coulé donc en avril 1945. Et dans cette épave, on pense qui est absolument intacte. On sait qu'il y a des véhicules militaires, de la porcelaine, des nombreuses caisses encore fermées. Et on pense que les éléments de la chambre d'ambre pourraient s'y trouver. Mais seules des explorations sous-marines permettraient en fait de le vérifier. Et c'est pas encore priori en projet. Après, on peut douter du fait que les panneaux aient survécu à des décennies passées sous l'eau salée en plus, parce que je vais vous le dire un peu plus tard, mais l'ambre n'aime pas trop le sel. Et puis, en tous les cas, si vous avez envie de la voir en vrai, depuis les années 2000, eh bien, on a reconstitué cette chambre et on peut la voir encore et toujours à l'ancien palais Tsarskoye Selo qui s'appelle aujourd'hui le palais Catherine à Pouchkine. Voilà. Donc voilà pour le lieu dans lequel je voulais vous emmener pour vraiment voir l'ambre dans toute sa splendeur. Et maintenant, je vais vous emmener surtout découvrir ses qualités, ses usages en lithothérapie. Alors quand tu la regardes, Alina, puisque toi tu as vu du coup le plan, quand tu vois cette pierre, qu'est-ce que ça t'évoque? Tu penses qu'elle pourrait en fait apporter quoi en bienfait, cette pierre, selon toi? Alors moi, quand je la vois, tout de suite, je pense au miel. Ouais. Je sais pas pourquoi, donc tu vois, même la matière, ça me fait penser au miel. Oui, tout à fait. C'est effectivement, ça y ressemble complètement, cette résine. Alors, donc forcément, quelque chose en fait de chaud, mais aussi quelque chose en fait qui va venir booster le système immunitaire. C'est le principe du miel, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans la résine d'ambre. Alors, effectivement, sur le plan physique, l'ambre, on va l'utiliser pour soulager des douleurs. Donc, l'ambre, notamment, on va l'utiliser pour les poussées dentaires des bébés. Hein, tu sais qu'on met souvent des colliers d'ambre et ça marche bien. Moi, je sais que j'ai utilisé pour ma fille quand quand ses dents perçaient, et c'est vrai que ça soulage en fait la douleur. Mais on va aussi utiliser pour des douleurs articulaires, musculaires, inflammatoires. Et donc, à l'instar de la résine qui va panser les plaies des arbres, puisque la résine, ça vient de là, c'est-à-dire que quand on va blesser en fait l'écorce de l'arbre, eh bien, en fait, il y a cette substance qui va sortir du tronc pour venir panser sa plaie. Eh bien, du coup, on peut imaginer aussi que ça peut nous aider au niveau de la cicatrisation. Donc, on pourrait, par exemple, placer un petit morceau d'ambre sur une plaie avec un petit pansement pour le maintenir dessus. Parce que, comme nous le dit Michael Ginger, en fait, c'est important de le laisser assez longtemps. Hein. Il ne suffit pas de le laisser juste 1 heure, il faut le porter vraiment assez longtemps et à différents moments de la journée. Et tu le portes en collier, en fait, sur toi? Oui, alors en fait, c'est vraiment le bijou qui est le plus conseillé, le fait de le porter en bijou, parce que ça va agir au niveau de la sphère ORL, pardon. Et aussi, en fait, c'est une pierre qu'on associe au chakra du plexus solaire, pour notamment, en fait, booster tout ce qui est en fait vitalité. Donc c'est vraiment en fait à cet endroit-là que c'est le plus conseillé. Enfin, le bijou en fait par excellence pour porter de l'ambre, c'est vraiment en fait le collier, le pendentif. Et Très comment clairement. s'assurer que la pierre d'ambre qu'on va acheter est vraiment une véritable pierre d'ambre? Tu vois, parce que depuis quelque temps, il y a certaines boutiques ésotériques en ligne, dont certaines qui ont même pignon sur rue, achètent des trucs sur des sites du genre Shine, etc. Tu vois, Oui, t'es bien mieux. sûr, ouais. Donc Ouais. comment s'assurer en fait qu'on achète une bonne pierre? C'est toujours un peu C'est compliqué. le Alors, il problème. existe des tests assez finalement simples, mais en fait, je vous vois mal en train de faire. Alors, si, éventuellement, en fait, le truc de l'électrostatique dans la boutique, vous pourriez le faire. Bon. Oui. Après, il y a le test en fait aussi dans l'eau salée. Selon si l'ambre en fait flotte ou coule, ça détermine si c'est de l'ambre ou pas. Donc après, c'est vraiment de questionner finalement le vendeur. Alors si vous l'achetez sur un des sites comme celui que tu viens de citer, très honnêtement, enfin vous pouvez, Bah si oui. vous l'achetez en plus à 99 centimes d'euros, Il y a un vous pouvez problème. vraiment, en fait, vous pouvez vraiment vous dire que c'est un bout de plastique. Ouais, mais ce souvent, machin. dans ces sites-là, tu sais, Shame, oui, 99 centimes, mais souvent, les revendeurs dans les sites ésotériques, ils les revendent de 10 fois, 20 fois le prix. Hein. Donc, Mais oui, on ne sait pas. c'est ça. C'est le Non, problème. ça reste quand même, on va dire, toujours un petit peu compliqué, mais en tous les cas, bon, il existe quand même. Après, bon, visuellement, quand même, moi, je trouve quand même qu'on fait la On le différence. sent. Ouais, quand même, après, quand on a l'œil un petit peu aguerri, quand on connaît l'ambre, mais si on la connaît pas, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc là, il faut vraiment aller chez quelqu'un, chez un commerçant traditionnel, je dirais, pour aller voir de près, pour questionner le vendeur aussi sur l'origine de ces pierres, où est-ce qu'il va se Procurer. fournir.
justement, c'est là que vous allez voir si la personne, elle vous raconte Ou pas. des bêtises ou si effectivement elle est honnête. Enfin, moi, personnellement, je ferais plutôt aussi, on va dire, confiance à mon intuition sur ce que je perçois de ce que la personne me raconte, quoi. Il y a Steph qui rebondit là avec nos échanges, il nous dit c'est l'ambroisie des dieux et cette pierre sert à vivre éternellement. C'est beau. Mais oui, oui, oui. Waouh. Mais ça a Ouais. l'air vraiment merveilleux cette pierre, hein. Moi je vous le dis. Ok. Vraiment, Oui, ouais, ouais. tu nous fais vraiment découvrir une magnifique pierre ce matin. Truc de fou. Ah je suis contente Ah non, que sans ce rire. Alors choix déjà, pierre vous de lune, plaise. la dernière fois, j'étais aux petits oignons, mais alors là, ok, bon, les enchanteurs, je crois que je vais vraiment me mettre à la lithothérapie, vraiment. En tous les cas, pour l'ambre, alors il y a aussi un petit. Alors c'est aussi très bon pour. Alors ce que je voulais juste en fait préciser, c'est que en fait, pourquoi est-ce que l'ambre va être aussi réputé pour tout ce qui est anti-inflammatoire et analgésique? C'est parce qu'en fait, l'ambre contient de l'acide succinique, donc c'est une substance naturelle qui, d'après certaines études, aurait vraiment des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques. Et comme ça, en fait, comme elle diffuse la chaleur naturelle et qu'elle est poreuse. Si vous la portez vraiment au contact direct sur la peau, ça va vraiment favoriser la diffusion de ses bienfaits. Donc parfois on peut douter ou on va avoir du mal à comprendre en fait les bienfaits d'une pierre portée sur soi, mais sur l'ambre en fait il n'y a pas vraiment à douter parce que c'est vraiment en fait une substance naturelle. Vous voyez, c'est comme en fait imaginez, vous pouvez très bien constater en fait les vertus par exemple de l'argile sur vous, vous pouvez constater les vertus du talc sur vous, vous pouvez voir aussi l'efficacité par exemple de la pierre d'Alain. Donc il y a des vraies efficacités en fait sur ces substances-là. Et puis la preuve c'est qu'en fait si on l'utilise pour les bébés c'est très drôle parce qu'en fait on l'utilise à ce moment-là puis après on l'utilise plus l'ambre. On l'utilise pour ses enfants mais après plus. Mais alors que ça marche vraiment bien. Et sur le plan psychologique et émotionnel c'est aussi une pierre un petit peu comme la citrine, comme elle est jaune, dorée, elle va être très bonne pour booster tout ce qui est joie de vivre, optimisme, pour vraiment agir comme une protection émotionnelle, comme un bouclier contre les énergies négatives, pour vous aider à calmer l'anxiété, à dissiper les pensées sombres, et aussi à avoir de la clarté mentale, puisque en fait c'est une pierre transparente. Donc souvent, les pierres transparentes, ça va soutenir tout ce qui est clarté, concentration, prise de décision, etc. Et puis alors au niveau des usages, donc je vous ai parlé de l'utilisation en fait au niveau bijoux, mais je vous donne aussi une petite recette d'élixir. Donc ça c'est vraiment inspiré des travaux d'Hildegard de Bingen. Donc vous allez, alors attention, utilisez bien un morceau d'ambre naturel non traité. Donc par exemple si vous le ramassez vous-même, ça peut être vraiment ce qu'il y a de plus parfait. Vous nettoyez ce petit morceau d'ambre, vous le placez dans un verre d'eau de source et vous le laissez reposer toute une nuit à la lumière de la lune. Évidemment, la pleine lune, c'est encore mieux. Et le matin, eh bien, vous retirez l'ambre de l'eau et l'eau est alors chargée de ses vibrations. Vous allez pouvoir boire une petite gorgée le matin pour renforcer votre vitalité. Vous pouvez même l'appliquer en lotion sur la peau pour apaiser tout ce qui est inflammation, tout ce qui est douleur articulaire. Donc, vous voyez, il y a des choses en fait très concrètes. Et enfin, pour vous parler aussi de son entretien, eh bien, comme c'est quelque chose qui est très tendre, on l'a vu avant, eh bien, il faut éviter les chocs, il faut éviter aussi de la mettre à la lumière directe du soleil. Donc, si vous voulez la purifier, la nettoyer, vous la passez sous l'eau claire. Et puis, vous pouvez la recharger, idéalement plutôt à la lumière de la lune, mais aussi, ou éventuellement la lumière indirecte, la lumière douce du soleil, ou sur un amas de quartz ou d'améthyste. Là, vous ne pouvez jamais vous tromper. Et évidemment, vous évitez le sel qui pourrait l'abîmer. Et si vous voulez l'associer à d'autres pierres, eh bien, privilégiez plutôt des pierres de couleur et d'énergie compatibles avec elles pour éviter les conflits vibratoires. Donc, par exemple, l'ambre va plutôt bien s'associer avec le quartz rose, avec l'œil de tigre, avec la citrine, évidemment, la labradorite, l'améthyste. Par contre, il faut éviter de l'associer avec des pierres aux énergies opposées. Donc, par exemple, des choses très apaisantes ou très dynamisantes. Donc, il faudrait éviter, par exemple, la malachite ou, par exemple, les pierres aussi qui absorbent l'énergie, comme la shungite, et qui travaillent sur des chakras opposés. Et enfin, et pour finir, j'aime bien toujours aussi faire les correspondances astrologiques de la pierre. Eh bien, la pierre d'ambre est a priori plutôt recommandée pour les lions et les scorpions. Alors les lions, comme c'est des personnes qui sont plutôt de nature dominante, qui
qui sont des gens toujours volontaires, qui aiment bien prendre l'ascendant, eh bien, la pierre d'ambre va rassurer leur ego, va stimuler leur capacité à prendre des décisions avec une meilleure lucidité tout en restant humble, à vraiment canaliser leur énergie en gardant des idées plus claires. Et s'agissant des scorpions, signe du mois de novembre, donc les scorpions qui sont plutôt cartésiens, qui n'aiment pas trop perdre de temps pour des futilités, mais qui aiment bien quand même toujours faire plaisir à leurs proches et qui sont plutôt, on va dire, aussi méthodiques, qui parfois vont avoir un petit côté rigide, et bien améliorer leurs relations en les rendant plus harmonieuses, et puis il va aussi les aider à être plus confiants, car la pierre va les apaiser et va les rendre plus calmes. Donc voilà, chère Alina, ce petit tour de Witchy Planet à la découverte de l'ambre, de la mer Baltique. En tous les cas, qu'on soit passionné de pierre ou simplement curieux, eh bien, on peut vraiment se laisser toucher par la magie solaire de l'ambre. Une invitation à rire et à garder en soi la mémoire du vivant. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.